Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment installer et configurer un poste client pour Oracle. Alors Oracle est et restera encore longtemps le système de base de données le plus prisé des administrateurs. Alors les raisons de ce choix sont très diverses. Aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer un poste client et notamment un poste développeur. Au passage j'expliquerai pourquoi ce type de configuration est aussi valable pour les administrateurs. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description de cette vidéo. Il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo sur l'installation d'Oracle et sa configuration de base. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vais installer mon serveur pendant les explications. En tout état de cause, ce n'est pas très compliqué, vous pourrez toujours vous référer à ma vidéo précédente. L'objectif ici est de devoir connecter un poste client et notamment l'installer pour de l'administration ou du développement. Et c'est plus cette partie qui va nous intéresser aujourd'hui. Bien sûr, pour installer un poste client, il me faut un serveur. C'est pourquoi je vais installer les deux, mais sans entrer dans le détail du serveur. L'installation du client n'est pas le point central de cette vidéo. En réalité, l'installation du client va se faire de la manière la plus simple qui soit, surtout que ça ne demande aucune connaissance particulière. L'installation du client est sensiblement identique au poste serveur. Mais seuls les outils de développeur et, suivant les besoins, les outils d'administration seront installés. Alors bien sûr, il faudra aussi disposer des sources d'installation qu'on aura téléchargées avant sur le site d'Oracle. Enfin, il faudra décompresser le ou les fichiers dans le même dossier, c'est notamment le cas pour le serveur. Pour le logiciel client, il n'y a qu'un seul fichier à décompresser. Après, on pourrait très bien utiliser les sources d'installation pour le serveur pour installer uniquement le client. Au lieu d'installer la base de données et le système qui va derrière, on n'installerait que les outils d'administration et de développement. Je ne reviens pas sur les sources, le téléchargement, la décompression du fichier. Comme je disais, ça a déjà été vu dans ma vidéo précédente sur Oracle. Alors je pars ici directement de l'installation du système. Afin de pouvoir présenter le côté serveur et le côté client en même temps, je vais me connecter au serveur par une connexion à distance. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en plein écran pour suivre tout ce qui s'y passe. D'autant que la première étape va se dérouler très vite, sans parler que je ne commenterai pas l'installation du serveur. Par contre, je vais commenter rapidement l'installation du poste client, mais en dehors du choix de type d'installation, il n'y a rien à dire. C'est pour cette raison que l'installation sera passée un petit peu en accéléré, afin de pouvoir se concentrer plus particulièrement sur la configuration du poste client. Comme je le disais, j'ai donc lancé l'installation de mon serveur en parallèle. Pendant qu'il s'installe, je vais pouvoir me lancer sur l'installation de mon poste client. Alors là aussi j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà décompressé le fichier d'installation, ce qui me permet de lancer directement le setup du dossier. Si l'installeur de la base de données fait 2,7 Go, l'installeur du client, lui, ne fait qu'environ 900 MB, ce qui est déjà pas mal pour un système client. Alors je reviens pas dessus non plus, mais en entreprise, la question de matériel se pose moins. Il est évident que le poste client, tout comme le serveur, doit être dimensionné pour l'utilisation du système. Maintenant que les présentations sont faites, je vais pouvoir lancer le setup. Alors toujours pareil, je ne reviens pas sur les bases du système et les principes d'installation. Oracle demande que soient respectées les normes de nommage et d'installation.
Une installation en suivant les valeurs proposées par défaut répond au respect de ces critères. C'est donc ce qu'on va faire. L'idée n'est pas de vous transformer en spécialiste d'Oracle, mais de dégrossir le sujet et d'être en mesure de savoir faire un minimum. Bon, on le verra plus tard, avec les sauvegardes et la restauration du système, beaucoup ne feront juste que se débrouiller avec le système. Alors on clique sur Setup et on attend la vérification. Quand la fenêtre de l'installeur s'ouvre, on peut alors choisir le type d'installation. Bien évidemment, on choisira l'installation correspondante aux besoins. Pour nous, on choisira une installation pour administrateur, ce qui va installer les outils de développement ainsi que les outils de gestion. Il faut bien dire que les outils de développeur comme SQL Developer sont bien pratiques, plutôt que de se lancer dans la ligne de commande SQL+. Après, chacun fera comme il veut. On n'oublie pas que le fort des produits sur Windows, c'est la simplicité d'utilisation. Donc je choisis administrateur avant de passer à l'étape suivante. Puis on va devoir choisir sur quel compte le système va être installé. Alors pour l'installation de la base de données, il est évident de bien sélectionner le compte d'installation. C'est quand même avec ce compte que les données de la base de données sont stockées. Si sur le poste client, en dehors du logiciel, c'est tout ce qui sera accessible. Alors je vais pas commencer à chercher trop loin, je vais laisser la connexion pour le compte intégré du système. À l'étape suivante, on indiquera les chemins du logiciel. Comme je disais juste avant, Oracle demande que on respecte l'OFA. Au moins, qu'en cas de souci et de demande de support, que l'OFA ait été respecté. Donc on va laisser comme ça, à moins que vous ayez des besoins particuliers. Et pour la suite, il ne restera qu'à valider et confirmer les options d'installation. Alors en fait non, il restera pas que ça à faire, il restera surtout à attendre que l'installation se fasse. Au passage, suivant la demande, on devra également valider l'exception du pare-feu. Alors comme ça fait un petit peu d'animation en attendant. Alors bien sûr, l'installation du système client est bien loin d'être aussi longue que celle du serveur. Je laisse alors mon serveur finir de s'installer, de toute façon j'ai pas trop le choix, car le client va aller s'y connecter. Et justement, la prochaine étape va consister à configurer le client pour se connecter à la base de données stockée sur le serveur. Le fait d'installer mon serveur au passage me permet de faire un petit rappel sur la configuration de ce serveur. Pour rappel, il n'y a que 2 utilisateurs pour l'instant qui ont le droit de se connecter. Ce sont les utilisateurs sys et système, dont sys en tant qu'administrateur de la base de données. C'est pourquoi on dit souvent sys as sysdba.
Puis je vais profiter pour rappeler que le serveur devra être à l'écoute des clients, et pour ça on pourra revenir sur la configuration de ce fameux listener, le système d'écoute. Mon installation de serveur me permet de me remémorer un peu tout ça, mais bien sûr, ce qui m'intéresse ici, c'est mon client. Cette fois mon serveur est installé, je vais enfin pouvoir configurer mon poste client pour qu'il se connecte au serveur. Alors pour me faciliter la tâche, vous avez vu que j'ai récupéré les différents raccourcis pour mettre sur mon bureau. Après chacun sa manière de travailler, l'idée c'est de trouver le bon logiciel à lancer. Alors justement je vais aller chercher le Net Manager dans les outils de migration et de configuration. Dans les outils de configuration, deux programmes principalement nous intéressent, le Net Manager et l'assistant de configuration Oracle Net Manager. L'un est là pour configurer le serveur et le second pour configurer le client. À l'étape précédente, lors de l'installation de mon serveur, dans l'assistant de configuration Oracle Net Manager, j'avais été vérifier mon listener. Donc cette fois, c'est Net Manager que je lance pour le poste client. L'interface de Net Manager est un peu simple, c'est juste du Java, mais comme on ne va pas l'utiliser souvent en fait, juste pour configurer le système avant son premier lancement, ce n'est pas ce qui va nous gêner le plus. Pour configurer le port d'envoi d'informations, on va commencer par se rendre dans la branche locale, pour arriver sur la rubrique résolution de nom de service, car c'est bien ce qu'on veut, c'est se connecter au service listener du serveur. Quand c'est fait, on va créer un nouveau nom de service de connexion au serveur. Pour ça, on va se rendre dans le menu Modifier en haut de la fenêtre, puis cliquer sur Créer. Puis on va commencer par lui donner un nom. Alors bien sûr, vous pouvez lui donner le nom de votre choix. Alors j'en vois déjà qui vont nommer ça à l'arrache, alors non, on y réfléchit. Peut-être qu'un jour vous aurez 50 bases de données à gérer. Pour bien faire, je vais lui donner le nom de mon instance, le nom de la base de données sur laquelle je vais me connecter. Alors il faut surtout se dire qu'ici on n'a qu'une seule base de données, mais quand vous en aurez plusieurs, vous risquez de chercher à quoi correspond la connexion. On prend le nom de l'instance. Comme le nom doit être différent à chaque fois, le problème est réglé. Quand c'est fait, on clique sur Suivant pour choisir le protocole. Le protocole dépend de deux choses. Celui que vous avez mis dans votre serveur, ça c'est évident. Puis la seconde chose, c'est suivant la stratégie réseau choisie, sécurisé ou non. Mais ça dépend toujours de votre réseau lui-même. Si l'environnement est déjà sécurisé, on peut laisser en TCP/IP simple. Avec le SSL vient très vite les soucis liés au certificat. Donc on fait son choix et on clique sur Suivant. Le nom cible et le port, c'est simplement la destination des données, le serveur où on va se connecter. Suivant l'état du réseau, et comme d'habitude suivant votre choix, on pourra donner le nom du serveur ou son adresse IP. Quant au port, c'est celui du service listener qui a été créé sur le serveur.
C'est sûr que si le port de destination n'est pas celui du port d'écoute, il y a des chances que le serveur ne réponde pas aux requêtes. Au besoin, on pourra toujours se rendre sur le serveur pour aller le vérifier. D'autant que la logique voudrait qu'on ne laisse pas forcément le port par défaut. Mais dans mon cas, j'ai touché à rien à ce qui était proposé. Dans ce cas, je vais pouvoir passer à l'étape suivante et mettre le nom de mon service. Comme indiqué, en général, on y met le nom de la base de données. Mais encore une fois, c'est une question d'organisation. Alors il faut dire quand même que ça fait pas mal de fois que je dis que vous faites ce que vous voulez, que vous pouvez y mettre autre chose. Bon, là, le cas ne se pose pas, on y met le nom du service auquel on veut accéder. Mais quand on commence à avoir de nombreux paramètres, parfois garder les options par défaut évite de s'en mêler les pinceaux. Puis vient le test. Comme je dis habituellement, rien n'est obligatoire. Mais un tel de connexion vous évitera peut-être de vous demander si la connexion se fait effectivement. Alors je vais tester la connexion au serveur. Et pour ça, je clique sur le bouton Test. Alors bien sûr, la fenêtre va mettre un petit peu de temps pour s'ouvrir, le temps que le test se fasse. Donc qu'il fasse la connexion au serveur et l'identification. La première fois qu'on lance le test, la première fois qu'on installe et on configure le système, on est toujours un petit peu surpris. Il nous semblait bien avoir mis les bons paramètres. Et ce n'est qu'en regardant d'un petit peu plus près qu'on va s'apercevoir qu'en fait, le compte utilisateur utilisé pour la connexion est Scott et le mot de passe est Tiger. Alors bien sûr, ça correspond à rien. Effectivement, en plus des paramètres de connexion, il faudra fournir un login et un mot de passe. Sauf si vous avez déjà configuré des utilisateurs, mais par défaut, seuls 6 et systèmes peuvent se connecter, et avec le mot de passe que vous leur avez mis. Alors que vient faire Scott là-dedans? Eh bien, rien. Il fallait mettre un nom par défaut. On va alors changer la connexion avec un des comptes autorisés à se connecter à la base de données, et on relance le test. Si la première fois ça n'a pas marché avec Scott, avec le bon compte, ça devrait ne pas poser de problème. Dans le cas contraire, eh bien, il faudra repartir à zéro et tout vérifier. Au besoin, aller jusqu'à vérifier le bon fonctionnement des services sur le serveur. À ce stade, il faut dire qu'on ne rencontre pratiquement jamais de soucis. Alors bien sûr, il faudra toujours penser au port utilisé et au pare-feu qui pourrait le bloquer, mais on ne peut pas dire pour autant que c'est un gros problème. Pour le rappel, en cas de souci, un code d'erreur est retourné par le système Oracle. Alors si sur d'autres systèmes, les codes d'erreur sont souvent destinés aux développeurs et ne veulent rien dire, sur Oracle, le code d'erreur est utile pour tous. Il suffit alors de le copier puis de se rendre dans la base de connaissances d'Oracle pour trouver toutes les informations correspondantes à cette erreur. Comme l'idée ici n'est pas de faire de la sécurité, ni même de montrer comment le pare-feu de Windows fonctionne, je ne vais pas m'embêter. Pour la circonstance, je vais juste désactiver le pare-feu. Alors bien entendu, en production, vous ne faites pas ça, ajoutez une règle pour autoriser le port voulu. Quand tout est réglé, le test de connexion devrait être positif. Il ne reste plus qu'à enregistrer la connexion qu'on vient de créer en quittant. Sinon ça sert à rien.
Sans entrer dans le détail, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Dans les outils installés sur le client, on va retrouver SQL+, qui est un outil en ligne de commande. Alors même si les commandes qui sont tapées sont les mêmes, on préférera souvent les outils graphiques comme SQL Developer. C'est pour cette raison que je disais au début, bon nombre d'administrateurs installent les outils de développement avec les outils d'administration. Même si ce n'est que pour administrer le serveur, mais l'outil apportera bien des avantages. Et justement, après avoir placé le raccourci sur le bureau, c'est lui que je vais lancer. Alors bien sûr, l'outil n'est pas des plus légers qu'il soit, il va mettre par moment quelques dizaines de secondes pour se lancer. Alors ne soyez pas pressés, il suffit d'attendre un petit peu. Lors de son premier lancement, comme assez souvent avec le logiciel, il sera demandé d'associer les extensions avec le programme. Alors sauf si vous faites de la base de données avec d'autres programmes, mais sinon on peut laisser toutes les extensions proposées être associées au logiciel. Ou pas, c'est comme vous voulez. Une fois lancé, dans la fenêtre principale, il va s'agir de se connecter à notre base de données. En même temps, si c'est pour pas se connecter sur la base de données, ça servirait à quoi? Alors pour ça, je vais ajouter une nouvelle connexion en cliquant sur le bouton Ajouter. Puis on va y ajouter le nom de la connexion. C'est le nom qui va apparaître dans l'onglet de navigation. Comme pour le reste, je mets un nom explicatif, le nom de mon instance, c'est bien. J'y ajoute le nom d'utilisateur, un utilisateur qui a les droits sur l'instance avec son mot de passe. Dans la partie nom d'hôte, j'y mets l'adresse IP ou le nom du serveur, le nom du poste de travail. Puis on y ajoutera le numéro de port et le nom du service sur lequel je me connecte. C'est la même chose que dans mon Net Manager ou celui mis dans le processus d'écoute dans le serveur. Finalement, on remet la même chose à chaque fois. Alors comme on le fait les uns derrière les autres, on a l'impression de faire 3 fois la même chose. Mais en réalité, il s'agit de 3 configurations différentes. Celle du serveur, celle du poste client et celle du logiciel. Bien sûr, on pourra tester autant de fois qu'on voudra jusqu'à avoir une réponse positive au test. À chacun sa méthode, après avoir configuré quelques postes clients pour les différents développeurs par exemple, la question de toute façon ne se posera plus. Et bien quand c'est fait, quand le test de connexion est bon, on peut valider. Le programme va alors finir de se connecter à l'instance de la base de données et télécharger les différentes informations. Dans un premier temps, on pourra aller voir les différentes tables, les index, la structure de la base de données, et ça sera déjà pas mal pour commencer. J'expliquais au début de cette vidéo que je n'allais pas vous transformer en spécialiste d'Oracle, alors ne vous attendez pas à des choses ou à des actions incroyablement difficiles à faire dans une prochaine vidéo, alors pas tout de suite la prochaine, mais bientôt, on verra comment sauvegarder et restaurer la base. Même si on n'aura pas tout vu, ça suffira déjà pour débuter avec le système. Pour découvrir l'ensemble de mes vidéos et aussi des centaines de documents, il vous suffit de flasher le QR code ou taper LJP Info dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, n'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos ou être averti de la mise en ligne des nouvelles. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à poser vos questions ou suggestions. Et je vous dis à bientôt.